Le message arriva un mardi matin, déferlant sur les réseaux de communication terrestre comme un tsunami numérique. Tous les écrans de la planète s'illuminèrent, toutes les radios se turent. Puis une voix parla dans un anglais parfait, bien qu'elle provienne manifestement d'une entité n'ayant jamais respiré sur Terre. Salutations, humains de la troisième planète. Nous sommes la Confédération galactique. Votre espèce a été observée. Vos signaux radio primitifs ont atteint nos territoires extérieurs. Conformément aux lois qui régissent tout l'espace civilisé, vous devez désormais prouver votre droit à exister parmi les étoiles. Le docteur Sarah Chen prenait un café dans la salle de contrôle de la NASA lorsque la transmission a commencé. Elle regarda les mots défiler sur son écran, sa tasse se refroidissant entre ses mains. Autour d'elle, techniciens et scientifiques fixaient leurs écrans sous le choc. C'était le moment, le premier contact. Et il ne se déroulait pas comme prévu. Vous enverrez votre flotte la plus puissante à l'épreuve de la suprématie, poursuivit la voix extraterrestre. Cette épreuve a mis à l'épreuve toutes les espèces ayant jamais tenté de conquérir les étoiles. Celles qui se montrent dignes rejoignent notre confédération. Celles qui échouent, un long silence s'installe. Celles qui échouent sont rayées de la galaxie à jamais. La transmission contenait les coordonnées d'un système solaire mort, situé à 300 années-lumière de la Terre. Il y avait aussi autre chose qui glaça le sang de Sarah, les spécifications techniques pour les voyages supraluminiques. Les extraterrestres donnaient à l'humanité les moyens de se forger sa propre opinion. En quelques heures, tous les grands gouvernements de la Terre se réunirent en session d'urgence. Le bâtiment des Nations Unies à New York était en pleine effervescence, tandis que les dirigeants du monde entier tentaient tôt de comprendre ce qui se passait. Les conseillers militaires ont visionné tous les films de science-fiction jamais réalisés, comme si Hollywood avait pu prédire ce moment. « Combien de temps avons-nous » demanda le général Morrison, le visage buriné et pâle sous les lumières de la salle de conférence. « La transmission indique que nous avons 6 mois pour atteindre le site d'essai, répondit Sarah. Elle avait été choisie pour diriger l'équipe d'intervention scientifique, mais elle se demandait si, au vu des données techniques transmises, quiconque était réellement qualifié pour cette situation. Il nous faudrait au moins 4 mois pour construire un vaisseau capable de voyager plus vite que la lumière. Et qu'est-ce qu'on est censé apporter à cette épreuve, exactement? La présidente Martinez se pencha en avant, les mains crispées sur la table. Sarah afficha la transmission extraterrestre sur l'écran principal. D'après ce message, chaque espèce envoie sa flotte la plus puissante, ses vaisseaux les plus performants, sa force militaire maximale. L'épreuve teste les capacités de combat, la réflexion tactique et la puissance militaire globale. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Chacun connaissait le potentiel militaire de la Terre face à des êtres capables de traverser la galaxie. L'humanité peinait à établir une base permanente sur la Lune. Ses armes les plus sophistiquées se limitaient à des fusées chimiques et des ogives nucléaires. Face à des extraterrestres maîtrisant le voyage supraluminique, l'armée terrestre ferait pâle figure face à des canons laser. Combien de vaisseaux les autres espèces envoient-elles généralement demanda l'amiral Thompson. Sarah parcourut les données. D'après les archives historiques, la plupart des espèces envoient entre 50 et 500 vaisseaux. L'Empire Krona, qui semble être l'actuel chef militaire de la Confédération, avait envoyé plus de 2000 vaisseaux lors de son procès, il y a 400 ans. Le général Morrison frappa du poing sur la table. 2000 vaisseaux? Nous n'avons même pas 2000 avions capables d'atteindre l'orbite, et encore moins de voyager entre les étoiles. Pendant les semaines qui suivirent, les plus grands esprits du monde travaillèrent, sans relâche. Des scientifiques tentèrent de reconstituer la technologie extraterrestre supraluminique. Des ingénieurs conçurent de nouveaux vaisseaux en se basant sur des principes qu'ils maîtrisaient et à peine. Les stratèges militaires cherchaient comment rendre la petite flotte terrestre impressionnante aux yeux des puissances cosmiques. Le projet mobilisa les ressources de toutes les nations. Des usines automobiles furent reconverties pour fabriquer des composants de vaisseaux spatiaux. Des scientifiques
qui étudiaient les étoiles lointaines, se retrouvèrent soudain à concevoir des systèmes d'armement. La planète entière était mobilisée autour d'un seul objectif: construire une flotte capable de convaincre la galaxie que l'humanité méritait de survivre. Mais, au fil des mois, il devint évident que l'humanité était confrontée à une tâche impossible. Même dans le scénario le plus optimiste, elle ne pourrait construire qu'une vingtaine de vaisseaux, et encore, bien rudimentaires, comparés à ceux des extraterrestres. Les systèmes d'armes n'avaient sans pas été testés. Les moteurs supraluminiques reposaient sur une technologie dont l'humanité venait à peine de découvrir l'existence. « Nous allons passer pour des enfants jouant avec des jouets », déclara l'amiral Thompson lors d'une de leurs dernières réunions de planification. 20 vaisseaux contre des espèces qui en alignent des milliers. Ce sera la risée de la galaxie. C'est alors que Sarah fit une suggestion qui changea tout. « Et si on ne cherchait pas à égaler leurs effectifs ?» dit-elle doucement. « Et si on faisait quelque chose de différent ?» Tous les quoi. Regards se tournèrent vers elle. Le général Morrison haussa un sourcil. « Différent comment ?» Chaque espèce envoie d'immenses flottes car, selon elle, c'est ainsi qu'elle démontre sa force. Et si la force ne résidait pas dans le nombre? Et si elle reposait sur autre chose? Le président Martinez se pencha en avant. « Que proposez-vous » Sarah prit une profonde inspiration. « Nous envoyons un seul navire, mais nous le rendons exceptionnel. Nous y investissons toutes nos ressources, notre technologie, notre innovation, notre détermination. Nous leur prouvons que l'humanité n'a pas besoin de 1000 navires pour être forte. » Le silence qui suivit était assourdissant. Puis le général Morrison laissa échapper un rire qui n'avait rien de joyeux. « Un seul vaisseau, Sarah, et ils nous détruiront avant même que nous atteignions la zone d'essai. »« Peut-être, » répondit Sarah. « Mais s'ils ne le font pas? Et si nous les surprenons ?» Le débat qui s'ensuivit dura des jours. Les chefs militaires préconisaient la construction d'un maximum de vaisseaux, même fragiles. Les politiciens s'inquiétaient du message qu'un seul vaisseau enverrait aux extraterrestres. Les scientifiques calculaient et recalculaient les chances de survie. Mais finalement, le plan de Sarah l'emporta. Non pas parce qu'il était le plus sûr, mais parce qu'il était le plus humain. L'humanité a toujours été une espèce qui a prospéré grâce à l'innovation, plutôt qu'à la force brute. Du premier homme ayant découvert le feu aux ingénieurs qui ont marché sur la Lune, les humains ont toujours su optimiser leurs ressources. La construction du vaisseau amiral UEES. Défiance commença. Son nom fut choisi avec soin. Ce n'était ni la victoire de l'UES, ni sa puissance. C'était la rébellion, car c'est ce que représentait ce vaisseau, le refus de l'humanité d'accepter que plus grand soit toujours synonyme de meilleur. Ce vaisseau ne ressemblait en rien aux élégants vaisseaux extraterrestres décrits dans les archives de la Confédération. Il était plus petit que la plupart des chasseurs extraterrestres, et a fortiori que leurs vaisseaux amiraux. Sa coque était un assemblage de matériaux divers, utilisant tous les alliages et composites de pointe que la Terre pouvait produire. Aux yeux d'un extraterrestre, elle aurait paru construite de ferraille. Mais à l'intérieur du Défiance se trouvaient des systèmes qu'aucun extraterrestre n'avait jamais vus. Non pas parce qu'elles étaient plus avancées, mais parce qu'elles étaient conçues selon une approche de la résolution de problèmes proprement humaine. Chaque système était pensé pour s'adapter, évoluer, trouver de nouvelles solutions lorsque les anciennes échouaient. Le vaisseau n'était pas seulement fait pour combattre, il était fait pour réfléchir. La capitaine Sarah Chen se tenait sur la passerelle du Défiance, tandis que la Terre disparaissait derrière eux. Son équipage de 12 personnes était le plus petit à avoir jamais tenté l'épreuve de suprématie, mais aussi le plus méticuleusement choisi. Chaque membre avait été sélectionné non seulement pour ses compétences, mais aussi pour sa capacité à œuvrer au sein d'un ensemble plus vaste. « Tous les systèmes sont opérationnels.
annonça le capitaine au lieutenant Torres depuis le poste de pilotage. Le moteur supraluminique est en marche. Sarah acquiesça, le regard perdu dans les étoiles qui bientôt appartiendraient tout à l'humanité, soit pour l'explorer, soit pour y occuper son tombeau. Alors allons montrer à la galaxie ce dont les humains sont capables. Leur défi s'évanouit dans un voyage supraluminique, emportant avec lui les espoirs et les rêves de toute une espèce. Derrière eux, la Terre poursuivait sa lente rotation. 7 milliards d'êtres humains attendaient de savoir si leurs représentants reviendraient comme ambassadeurs auprès des étoiles, ou si ce message de mardi matin serait la dernière transmission jamais reçue par la Terre. Le système expérimental était différent de tout ce que Sarah avait jamais vu. Là où leur système solaire n'avait qu'un seul soleil, cette zone morte de l'espace abritait les vestiges de 3 étoiles éteintes depuis longtemps. D'immenses fragments de matière noire flottaient entre les cadavres stellaires, tels les ossements de géants antiques. Et entre eux, des vaisseaux. Des milliers et des milliers de vaisseaux. L'Empire Cronard était arrivé le premier, comme il s'y est, à la puissance militaire dominante de la galaxie. Sa flotte s'étendait à travers l'espace comme un océan de métal, chaque vaisseau surpassant tout ce que l'humanité avait jamais construit. Le plus petit vaisseau Cronard avait la taille d'un pâté de maison. Leur vaisseau amiral aurait pu abriter toute la population terrestre. « Mon Dieu !» murmura le lieutenant Martinez depuis son poste de surveillance. « Capitaine, je détecte plus de 3000 vaisseaux Cronard. Et ce n'est qu'une seule flotte. » Sarah étudia l'écran tandis que d'autres flottes y apparaissaient. Les Aphiriens avaient amené leurs vaisseaux biologiques, des vaisseaux vivants qui pulsaient d'une lumière organique. Chacun était cultivé plutôt que construit, et leur plus petit chasseur était tout de même 2 fois plus grand que le Défiance. L'espèce insectoïde avait toujours privilégié la quantité à la taille individuelle des vaisseaux. Mais pour eux, une quantité se chiffrait à 1500 vaisseaux. Les formations géométriques du collectif Nexus apparurent ensuite. Des agencements mathématiques parfaits de vaisseaux se mouvant comme un seul organisme. Leur intelligence artificielle avait calculé la composition optimale de la flotte jusque dans les moindres détails. 900 vaisseaux disposés en motifs si complexes qu'ils étaient difficiles à regarder. Même les espèces mineures alignaient des forces respectables. Les Littoriens, peuple cristallin, avaient taillé leurs vaisseaux dans d'énormes astéroïdes. Les êtres d'énergie appelés flux avaient créé des vaisseaux à partir de lumière pure et concentrée. Espèce après espèce, elles arrivèrent, chacune amenant des centaines, voire des milliers de vaisseaux pour prouver leur valeur à la galaxie. Et puis, il y eut l'humanité. Le Défiance de l'UEES cessa de voyager plus vite que la lumière aux confins du système. Seul et apparemment insignifiant au milieu des armadas rassemblées, ce vaisseau de 100 mètres de long était plus petit que la plupart des navettes extraterrestres. Sa coque modélisée semblait avoir été assemblée à partir de pièces détachées, ce qui n'était pas loin de la vérité. La réaction fut immédiate. Les canaux de communication, jusque-là saturés d'échanges diplomatiques officiels, furent soudain envahis par des rires. La fréquence de combat Cronard, d'ordinaire réservée aux discussions tactiques ponctuées de railleries, laissa place à des éclats de rire. Les vaisseaux bionavires apériens changèrent littéralement de couleur, leurs coques arborant des motifs typiques de l'expression de l'amusement chez leur espèce. « Les humains se moquent-ils de nous ?» demanda le traducteur, rendant la voix de l'amiral Cronard grave et grondante, comme le grincement de pierre. « Voici leur flotte la plus puissante, un vaisseau qui semble avoir été construit par des enfants. Peut-être ne comprennent-ils pas l'épreuve ?» suggéra une reine zéphirienne, par le biais du lien mental collectif utilisé par son espèce pour communiquer. Devrions-nous leur expliquer ce qui les attend ? La réponse du collectif Nexus fut encore plus cinglante. Leur intelligence artificielle a calculé des matrices de probabilité en temps réel et les a diffusées publiquement. Probabilité de survie humaine lors de l'épreuve, 0,03%. Marge d'erreur, 0,2 à 0,1%. Conclusion.
Cette espèce a échoué à l'épreuve par incompréhension fondamentale des exigences. L'amiral Vorak, commandant de la flotte Cronard, a ouvert une liaison directe avec le Défiance. Son image apparut sur l'écran de Sarah. Une créature ressemblant à un croisement entre un rhinocéros et un char d'assaut, doté de pouces opposables. Des cicatrices sillonnaient sa peau grise, et ses petits yeux noirs exprimaient le froid calcul d'un guerrier ayant remporté 1000 batailles. La voix du capitaine Vorak, un humain, était teintée d'un amusement strident, comme un grincement de métal. « Je suis l'amiral Vorak de l'Empire Cronard. J'ai conquis 17 systèmes stellaires et ordonné personnellement la destruction de 4 espèces qui ont échoué à l'épreuve de la suprématie. Avant de commencer, je vous offre une dernière chance de vous retirer. Votre espèce est manifestement trop primitive pour comprendre ce qui vous attend. » Sarah étudia le visage de l'extraterrestre sur son écran. Derrière Vorak, elle aperçut la passerelle de son vaisseau amiral, un espace plus vaste que la plupart des bâtiments terrestres, rempli de systèmes de contrôle d'armement et d'écrans tactiques. Des centaines d'officiers Cronards travaillaient à des postes coordonnant leur immense flotte. « Amiral Vorak », répondit calmement Sarah. « Capitaine Sarah Chen, du vaisseau Défiance de la Terre unie. Nous comprenons parfaitement l'enjeu de cette épreuve. Nous sommes ici pour prouver le droit de l'humanité à exister parmi les étoiles. » Le rire de Vorak résonna comme des pierres dévalant une montagne. « Avec un seul vaisseau, capitaine. Mon escorte personnelle compte 50 cuirassés. La plus petite escadrille de ma flotte pourrait vaporiser votre vaisseau sans ralentir. Qu'espérez-vous prouver ici ? Eh bien, je vais vous le montrer, répondit simplement Sarah. L'amiral extraterrestre se pencha en avant, son visage balafré remplissant l'écran. Votre bravoure est admirable, mais vaine. Le terrain d'essai qui s'étend devant nous a été conçu pour tester la puissance militaire à une échelle colossale. Des plateformes de défense automatisées, dotées d'une puissance de feu capable de détruire des planètes. Des anomalies gravitationnelles qui réduisent les vaisseaux en miettes. Des intelligences artificielles qui ont appris de toutes les espèces qui les ont affrontées. Comment un petit vaisseau peut-il survivre à ce qui détruit des flottes entières ? De la même manière que les humains ont toujours survécu, répondit Sarah. En s'adaptant au système d'expérimentation, les autres espèces écoutaient l'échange avec un amusement croissant. Les canaux de communication s'emplissaient de commentaires et de paris. La plupart des extraterrestres pariaient sur la rapidité avec laquelle le vaisseau humain serait détruit une fois l'essai commencé. Les estimations les plus optimistes tablaient sur 30 secondes. Voilà ce qui passe pour de la puissance militaire chez les humains. La voix cristalline d'un commandant littorien résonna dans les communications. Nous possédons du matériel minier plus imposant que leurs vaisseaux de guerre. Peut-être s'agit-il d'un test, suggéra une entité de flux, son énergie pure s'exprimant en fréquence harmonique. La Confédération inclut parfois des défis humoristiques pour pimenter les épreuves. Le collectif Nexus a mis à jour ses calculs de probabilité en temps réel. Évaluation révisée. Le vaisseau humain ne possède pas une masse suffisante pour déclencher certains systèmes de défense. Survie possible. 0. 7 secondes de plus que prévu initialement, car l'appareil avait été pris pour des débris. Mais tout le monde n'était pas amusé. Sur la passerelle d'un petit vaisseau d'observation, l'ambassadeur Kelter de la République vidienne suivait le vaisseau humain avec intérêt. Son espèce avait à peine survécu à sa propre épreuve, 3 siècles auparavant, grâce à la chance et à la détermination plutôt qu'à la force brute. Elle se souvenait de ce que c'était que d'être sous-estimée. « Intéressant », murmura-t-elle à son aide. « Ils doivent donc savoir qu'ils ne peuvent pas gagner par des moyens conventionnels. Alors pourquoi sont-ils là ?» Son aide, un jeune vidien nommé Jor, désigna l'écran montrant le minuscule vaisseau humain. Peut-être sont-ils tout simplement trop primitifs pour comprendre la situation. Keter secoua la tête. Non, regardez la conception de leur vaisseau. Rudimentaire, certes, mais pas aléatoire. Chaque système a été optimisé pour quelque chose. La question est, optimisé pour quoi ?
Pendant ce temps, à bord du Défiance, l'équipage de Sarah travaillait et avec une efficacité discrète. Le lieutenant Torres surveillait les systèmes adaptatifs du vaisseau, observant comment ils analysaient automatiquement les milliers de vaisseaux extraterrestres qui les entouraient. Les ordinateurs du navire étaient en phase d'apprentissage, répertoriant les signatures d'armes, les schémas de mouvement et les formations tactiques. Les systèmes adaptatifs sont opérationnels, annonça Torres. Le navire analyse tout ce qu'il perçoit. Bien, dit Sarah. Dans combien de temps l'essai commence-t-il? Le protocole de la Confédération stipule que toutes les flottes ont 6 heures pour se mettre en position, répondit le lieutenant Martinez. Ensuite, la zone d'essai sera activée. Sarah acquiesça et ouvrit le canal de communication interne du navire. Tout l'équipage, ici le capitaine. Dans 6 heures, nous allons affronter une situation inédite pour l'humanité. La galaxie s'attend à un autre échec. Elle nous croit trop petits, trop faibles, trop primitifs pour avoir la moindre importance. Elle va bientôt comprendre qu'elle se trompe. Elle marqua une pause, observant son équipage de 11 personnes sur la passerelle. Chacun d'eux incarnait ce que l'humanité avait de meilleur à offrir, non seulement en termes de compétences, mais aussi par cette ténacité à toute épreuve qui avait mené son espèce des cavernes jusqu'aux étoiles. Nous ne sommes pas là pour égaler leur nombre, poursuivit Sarah. Nous sommes là pour leur montrer quelque chose d'inédit. Nous sommes là pour leur montrer ce qui se produit lorsque les humains décident de ne pas perdre. À l'extérieur du vaisseau, les flottes rassemblées poursuivaient dans leurs préparatifs. Des milliers de capitaines extraterrestres vérifiaient leurs armes, révisaient leurs plans de bataille et se préparaient à un nouvel exercice de routine. Ils avaient déjà vu cela. Une espèce petite et faible, surestimant ses capacités et en payant le prix fort. Mais ils n'avaient jamais rien vu de tel que ce qui allait suivre. Le vaisseau, tel une minuscule étincelle parmi les étoiles géantes, planait dans l'espace, ignoré de l'air, plupart et rejeté par les autres. Son hall continuait de s'adapter, ses systèmes continuaient d'apprendre, et son équipage continuait de se préparer à l'impossible. La galaxie était sur le point de découvrir que parfois, le plus petit vaisseau recèle les plus grandes surprises. Le terrain d'essai s'éveilla tel un monstre endormi. Des systèmes ancestraux, restés dans l'ombre pendant des décennies, s'animèrent en soudain. Des plateformes de défense automatisées, de la taille de stations spatiales, mirent en marche leurs armes. Des mines gravitationnelles dissimulées dans le champ de débris activèrent dans leur champ de destruction. Les drones de chasse, aguerris par des milliers d'essais, commencèrent en leur patrouille. La Confédération avait bâti ce terrain d'expérimentation pour mettre à l'épreuve des flottes entières. Chaque système de défense était conçu pour contraindre les assaillants à déployer une supériorité numérique et une puissance de feu écrasante. Les faibles périssaient rapidement. Les forts survivaient grâce à la force brute. Telle était la loi de la galaxie. Toutes les flottes, préparez-vous pour le début des épreuves, annonça le contrôleur de la Confédération, un être dont l'espèce menait ses épreuves depuis plus de 1000 ans. Vous avez 6 heures pour parcourir le terrain d'essai et atteindre la zone d'arrivée. Tout dépassement du temps imparti entraînera une disqualification immédiate. La destruction de votre flotte entière entraînera l'extinction de votre espèce. Que le combat commence! Comme prévu, l'Empire Kronar attaqua le premier. Les 30 000 vaisseaux de l'amiral Vorak avancèrent en formation parfaite, leurs immenses halls hérissés d'armes. La première plateforme de défense à les affronter était une structure de la taille d'une forteresse, capable de détruire la flotte spatiale terrestre entière d'un seul tir. L'assaut contre les Kronars dura 15 secondes. La puissance de feu écrasante de l'attaque réduisit l'antique plateforme en miettes. La flotte Kronar ralentit à peine, absorbant les tirs défensifs grâce à ses lourds boucliers, tandis que ses armes détruisaient méthodiquement tout sur leur passage. C'était efficace, brutal et exactement ce à quoi tout le monde s'attendait. Les vaisseaux biologiques zapyriens prirent ensuite le relais, leurs coques vivantes palpitant d'énergie organique.
Lorsque des mines gravitationnelles tentèrent de les écraser, les vaisseaux se déformèrent d'un simplement, se faufilant dans l'espace distordu comme l'eau autour des rochers. Face aux attaques de drones défensifs, les vaisseaux biologiques libérèrent bientôt de plus petits organismes qui se jetèrent sur les assaillants, tels des anticorps combattant une infection. L'approche du collectif Nexus était différente, mais tout aussi efficace. Leur intelligence artificielle avait calculé le chemin optimal à travers les défenses. Leur formation géométrique se déplaçait avec une précision mathématique. Chaque vaisseau savait exactement où se placer et quand. Ils ont perdu moins de vaisseaux que prévu, car ils avaient transformé la survie en une équation. Une à une, les grandes flottes pénétrèrent dans le champ de bataille. Certaines employèrent la force brute, d'autres s'appuyèrent sûrement sur une technologie supérieure ou sur le nombre. Toutes acceptèrent que des pertes soient inévitables. Le champ de bataille avait été conçu pour tuer, et même les espèces les plus puissantes payèrent un lourd tribut en sang et en métal. Et puis, il y avait le vaisseau humain. L'UES Défiance s'approcha seul de la limite du terrain d'essai, ignoré par la plupart des flottes extraterrestres, trop occupées à assurer leur propre survie. Les rares spectateurs qui prirent la peine d'observer s'attendaient à voir le petit vaisseau se vaporiser au moment où il rencontra le premier système de défense. Au lieu de cela, ils furent témoins de l'impossible. Le Défiance ne chercha pas à forcer les défenses. Il ne tenta pas d'encaisser leurs attaques avec de lourds boucliers. Au lieu de cela, il esquiva. La première plateforme automatisée à prendre pour cible le petit vaisseau déchaîna un barrage de projectiles de plasma qui aurait dû le réduire en miettes. Mais le Défiance n'était pas la cible des tirs. Il avait dévié sur le côté au dernier moment, utilisant une micro-rafale de ses moteurs pour se faufiler dans une brèche dans le feu défensif qui n'avait duré qu'1 dixième de seconde. « Comment savait-il où se déplacer ?» demanda l'amiral Vorak à son vaisseau amiral. Il observait le vaisseau humain avec un amusement sombre, s'attendant à assister à sa destruction rapide. Au lieu de cela, il voyait quelque chose d'inexplicable. Sur la passerelle du Défiance, le lieutenant Torres annonça les relevés depuis son poste. « Les systèmes adaptatifs sont pleinement opérationnels, capitaine. Le vaisseau apprend les schémas de défense plus vite que je ne l'aurais cru possible. » Sarah observait l'écran tactique tandis que leur vaisseau encaissait des attaques qui auraient dû être inévitables. « Le vaisseau n'apprend pas seulement, réalisa-t-elle. Il prédit. » Pendant des mois, l'équipe de Sarah avait étudié tous les enregistrements des essais précédents qu'elle avait pu trouver. Ils avaient analysé les schémas de défense, le calendrier des attaques, le comportement des systèmes automatisés. Leur découverte. Le terrain d'essai, malgré sa létalité, était prévisible. Il le fallait. Il s'agissait de tester la puissance militaire dans un environnement contrôlé. Mais le Défiance ne se contentait pas d'exploiter cette analyse. Le vaisseau s'enrichissait en temps réel, apprenant de nouveaux schémas au fur et à mesure qu'il les rencontrait. Ces systèmes adaptatifs étaient conçus dans un seul but: trouver des solutions à des problèmes qui semblaient insolubles. Une mine gravitationnelle s'activa juste devant le vaisseau, créant un champ destructeur qui avait anéanti des centaines de vaisseaux extraterrestres au fil des siècles. Une fois déclenchée, la mine Steno était inévitable. Son attraction gravitationnelle était trop puissante pour qu'aucun vaisseau puisse y résister. Le Défiance ne résista pas. Au contraire, sa coque commença à se transformer. Des panneaux se déplacèrent et se reconfigurèrent. Le compartiment moteur se liquéfia comme du métal liquide, se métamorphosant sous l'effet de la lumière. En quelques secondes, le Défiance passa d'un vaisseau conventionnel à une forme ressemblant davantage à une flèche. Sa structure entière était optimisée pour fendre les champs gravitationnels plutôt que de leur résister. Le vaisseau traversa l'effet des mines comme une balle dans l'eau, émergeant de l'autre côté non seulement indemne, mais plus rapide qu'auparavant. Sur le terrain d'essai, les commandants extraterrestres interrompirent leurs activités pour contempler leurs écrans. Le vaisseau humain vient d'utiliser une mine gravitationnelle comme une fronde, rapporta une opératrice de capteurs aériennes, la voix empreinte d'incrédulité. Impossible, s'exclama une IA collective du Nexus. Les esprits gravitationnels sont conçus pour être inévitables.
Aucun vaisseau ne peut survivre à un contact direct avec leur champ d'effet. Mettez à jour les estimations de probabilité, ordonna une autre intelligence collective. Les calculs précédents étaient peut-être incomplets, mais la rébellion n'était pas terminée. Un essaim de drones de combat repéra le vaisseau et se dirigea vers lui. Ces drones tiraient des leçons de chaque expérience vécue depuis des décennies, accumulant tactique et stratégie au fil d'innombrables batailles. Ils étaient presque aussi intelligents qu'un pilote humain et bien plus rapides. Sarah observa les drones converger vers leur position. « Torres, combien ?»« 47 drones en approche, capitaine. Ils se dirigent vers nous pour nous encercler. Une réaction classique consisterait à combattre les drones ou à tenter de les semer. Ces deux approches ont déjà été essayées par d'autres espèces. Les deux ont échoué. Les drones étaient trop intelligents et trop rapides pour s'échapper, trop nombreux et trop bien armés pour être vaincus au combat direct. Sarah fit un autre choix. « Je m'arrête », ordonna-t-elle. La rébellion cessa net dans l'espace, immobile, tandis que les drones mortels approchaient. Sur les vaisseaux disséminés sur le terrain d'essai, des observateurs extraterrestres contemplaient la scène, perplexes. Les humains avaient-ils capitulé? Se rendaient-ils? Les drones braquèrent leurs armes, prêts à frapper. Au dernier moment, la coque du Défiance s'anima soudainement. Des sections qui ressemblaient à du blindage se révélèrent être des réseaux de capteurs. Des systèmes dissimulés qui semblaient être des supports structurels se déployèrent en émetteurs de communication. Le vaisseau n'attaqua pas les drones. Il dialogua avec eux pendant des microsecondes qui parurent des heures. Les ordinateurs du Défiance engagèrent la nuée de drones dans une conversation à la vitesse de la lumière. Les systèmes adaptatifs du vaisseau avaient analysé les comportements des drones, appris leur processus de décision, compris leur mode de pensée et les avaient convaincus de leur destruction. Les drones ont alors cessé leur attaque. Leurs capteurs ont signalé la disparition de la cible. D'après leur analyse, l'espace devant eux était vide. Ils se dispersèrent pour traquer d'autres cibles, laissant le Défiance flotter intact au milieu de ce qui aurait dû être sa destruction. Le vaisseau vient de pirater 47 systèmes d'IA militaires simultanément, dit le capitaine Torres d'une voix calme. Comment est-ce que possible? Demanda le lieutenant Martinez. Sarah esquissa un sourire sombre, car nous avons conçu notre vaisseau pour accomplir un exploit inédit dans la galaxie. Nous l'avons conçu pour tricher. Autour du terrain d'essai, les grandes flottes poursuivirent leur progression grâce à la force brute et à une puissance de feu écrasante. Des dizaines de vaisseaux furent détruits, en forçant les défenses conçues spécifiquement pour les anéantir. Les plus forts ont survécu en étant plus forts que leurs ennemis. Mais la résistance leur montrait une autre voie. Au lieu de miser sur la force brute, il s'agissait de faire preuve d'intelligence. Au lieu de vaincre les obstacles par la force, il s'agissait de trouver des solutions inédites pour les contourner. La galaxie avait conçu ces épreuves pour tester la puissance militaire. Il n'avait jamais envisagé de tester les renseignements militaires. Et tandis que le petit vaisseau humain poursuivait son incroyable manœuvre au-dessus du terrain d'essai, les commandants extraterrestres commencèrent à comprendre qu'ils assistaient peut-être à quelque chose d'inédit, quelque chose qui pourrait bouleverser leur conception de la force. La résistance s'enfonçait toujours plus profondément dans le terrain d'essai. Sa coque continuait de s'adapter et de se transformer à chaque nouveau défi. Derrière elle, une traînée de défense désorientée et contournée peinait à comprendre ce qui venait de leur arriver. La galaxie apprenait que les humains ne se contentaient pas de refuser la défaite. Ils refusaient de se plier aux règles de quiconque. Les zones les plus profondes du terrain d'essai avaient englouti 70% des flottes concurrentes. Ce qui avait commencé par des milliers de vaisseaux n'en comptait plus que quelques centaines. L'Empire Cronard, malgré sa puissance de feu écrasante, avait perdu plus d'1 millier de vaisseaux face à des défenses de plus en plus sophistiquées et mortelles à chaque affrontement. Les vaisseaux biologiques zaphiriens
avaient été contraints de sacrifier des escadrons entiers à des armes gravitationnelles capables d'anticiper leurs mouvements. Même le collectif Nexus, réputé pour sa précision mathématique, avait vu ses formations parfaites brisées par des défenses qui calculaient des contre-stratégies plus vite que son IA ne pouvait s'adapter. Seules les flottes les plus puissantes, les plus intelligentes et les plus chanceuses subsistaient à l'approche de l'épreuve finale du terrain d'entraînement. La zone d'achèvement était tout proche, mais entre elle et le succès se dressait l'épreuve ultime, le protocole Apex. Elle surgit dans l'espace devant les flottes survivantes, telle une créature cauchemardesque incarnée. Cette ancienne IA n'avait ni forme fixe, ni structure permanente. Elle se mouvait et se transformait comme du métal en fusion, se reconfigurant sans cesse en fonction des menaces auxquelles elle était confrontée. Plus imposante que la plupart des stations spatiales, elle se déplaçait pourtant avec la grâce d'un vaisseau de chasse. Depuis plus de 1000 ans, aucune espèce n'avait réussi à vaincre le protocole Apex. Au mieux, elle pouvait survivre à son assaut suffisamment longtemps pour atteindre la zone d'achèvement. Cette construction représentait l'épreuve militaire ultime de la galaxie, un adversaire qui tirait des leçons de chaque bataille et se renforçait à chaque affrontement. L'amiral Vorak la contemplait à travers l'écran principal de son vaisseau amiral. Malgré sa flotte restante de près de 2000 vaisseaux, il ressentit un frisson d'incertitude. Le protocole Apex avait anéanti des flottes plus puissantes que la sienne. Il avait appris les tactiques de toutes les espèces de la galaxie et intégré leurs meilleures stratégies à son propre style de combat. « Tous à l'attaque, formation 7 !» ordonna Hortak. « Concentrez vos tirs sur la masse principale de la construction. Ne lui laissez pas le temps d'analyser les capacités individuelles de nos vaisseaux. » La flotte Chronar survivante ouvrit le feu de toutes ses forces. Des canons à plasma capables de faire fondre des astéroïdes, des essaims de missiles pouvant raser des villes, des armes énergétiques capables de courber l'espace-temps. La puissance de feu combinée était suffisante pour détruire des systèmes solaires entiers. Le protocole Apex absorba tout. La surface de la structure se mouvait et se transformait, développant un blindage spécialisé qui dévia les tirs de plasma, créant des systèmes de défense ponctuels qui détruisaient netto les missiles entrants et générant des effets de champ qui neutralisaient les armes énergétiques. En quelques minutes, non seulement il avait survécu à l'assaut des Chronars, mais il en avait tiré des leçons. Puis, il commença à riposter. Des armes imitant parfaitement la technologie Chronar émergèrent de la coque mouvante de l'AP. Construction. Mais il ne s'agissait pas de simples copies d'armes Chronar. Il s'agissait de versions améliorées, optimisées grâce à l'analyse des faiblesses des attaquants par le protocole. L'intelligence artificielle avait étudié les mouvements des vaisseaux Chronar, le fonctionnement de leurs boucliers et la répartition de leurs blindages. La première vague de riposte mit hors de combat 300 vaisseaux Chronar. « Impossible !» rugit Vorak, tandis que ses vaisseaux brûlaient autour de lui. « Notre blindage est conçu spécifiquement pour résister à nos propres armes. » Mais le protocole Apex ne s'était pas contenté de copier les armes Chronar. Il les avait perfectionnées. Chaque tir visait avec précision les points faibles des vaisseaux. Chaque explosion était calculée pour infliger un maximum de dégâts avec une dépense énergétique minimale. La construction combattait la flotte Chronar en utilisant ses propres tactiques, mais avec une efficacité supérieure à celle de la flotte elle-même. Les vaisseaux biologiques zapyriens tentèrent une approche différente. Au lieu d'un assaut direct, ils libérèrent des nuages de petits organismes qui fondirent sur la construction comme des missiles vivants. Chaque organisme était programmé pour détecter et exploiter les points faibles des constructions artificielles. Le protocole Apex étudia l'essaim qui approchait pendant 2 à 3 secondes. Sa surface se couvrit alors de filaments d'apparence organique, imitant à la perfection la biotechnologie zaphirienne. La structure avait analysé le patrimoine génétique des organismes attaquants et créé des contre-organismes en temps réel. Les deux essaims se rencontrèrent dans l'espace et l'attaque zaphirienne
fut non seulement vaincu, mais anéanti. Le protocole suprême intégra les attaquants biologiques à sa propre structure, ajoutant leur capacité à son arsenal déjà considérable. La riposte du collectif Nexus fut purement mathématique. Leurs vaisseaux restants se positionnèrent selon une formation que leur IA avait calculée comme étant théoriquement invincible. Chaque angle était couvert. Chaque vecteur d'attaque possible était défendu. La position de chaque vaisseau était optimisée pour un soutien mutuel maximal. Le protocole suprême observa leur formation pendant exactement 0,7 secondes. Puis il créa une formation qui lui était propre, mathématiquement supérieure. Non seulement meilleure, mais parfaite. La construction avait repris l'approche mathématique du collectif et l'avait perfectionnée au-delà de ce que leur IA avait jugé possible. Une à une, les grandes flottes de la galaxie se retrouvèrent surclassées par un adversaire qui avait appris à connaître leurs forces et les avait transformées en faiblesses. Le protocole suprême ne se contenta pas de les combattre. Il les combattit en utilisant leur propre méthode, mais perfectionnée au-delà de tout ce qu'ils avaient accompli. Et durant tout ce temps, le Défiance de l'UAS observait et apprenait. Le capitaine-lieutenant Torres s'écria « Cette construction a analysé et contré toutes les doctrines militaires majeures de la galaxie. Elle ne se contente pas d'apprendre de la bataille actuelle. Il exploite les enseignements de tous les essais menés ici. » Sarah observa l'affichage tactique, tandis qu'une nouvelle vague de vaisseaux extraterrestres succombait aux défenses adaptatives du protocole. « À votre avis, de combien d'espèces s'inspire-t-il » demanda-t-elle. « D'après les schémas tactiques que j'observe, au moins 300 espèces différentes au cours du dernier millénaire, peut-être plus. » Le pont se tut tandis qu'ils observaient le protocole Apex démanteler méthodiquement les flottes extraterrestres restantes. Il ne s'agissait pas d'une simple bataille, mais d'une démonstration de supériorité absolue. La construction prouvait à la galaxie que, quelle que soit leur puissance, aussi ingénieuse que soit leur tactique, elle serait toujours plus forte et plus intelligente. Alors, comment vaincre une créature qui excelle en tout ? Demanda le lieutenant Martinez. Sarah sourit, et pour la première fois depuis leur arrivée sur le terrain d'essai, c'était un sourire sincère. Nous n'essayons pas de la surpasser en quoi que ce soit, capitaine. Toutes les espèces qui l'ont affrontée ont tenté de la surpasser dans un domaine ou un autre. De meilleures armes, de meilleures tactiques, une meilleure technologie. Mais que se passerait-il si, au lieu de chercher à être meilleurs, nous cherchions à être différents ? Sur son écran, Sarah afficha les analyses détaillées du protocole Apex effectuées par leur vaisseau. La construction était incroyable, un chef-d'œuvre de technologie adaptative et de réflexion stratégique. Mais elle présentait une limite que ses créateurs n'avaient jamais envisagée. Il a été conçu pour combattre des armées. Il a été bâti pour affronter des flottes et les vaincre grâce à une force et des tactiques supérieures. Chaque système de cette construction a été optimisé pour les combats à grande échelle contre de multiples adversaires, selon des approches militaires conventionnelles. Torres, activez les protocoles adaptatifs du vaisseau. Tous. Capitaine, si nous l'attaquons directement, elle analysera nos systèmes et les retournera contre nous, comme elle l'a fait avec tous les autres. C'est exactement ce sur quoi je compte, dit Sarah. Ouvrez un canal vers le protocole Apex. L'équipage du pont la fixa, stupéfait. Personne n'avait jamais tenté de communiquer avec cette construction pendant un essai. C'était une arme, pas un négociateur. Capitaine, dit Martinez avec précaution, que prévoyez-vous ? Quelque chose d'inédit dans la galaxie, répondit Sarah. Nous allons nous faire des amis. La communication s'ouvrit et Sarah se retrouva face à l'interface du protocole Apex. La structure se présentait comme un motif géométrique changeant, douloureux à regarder. Une représentation visuelle d'une intelligence dépassant la compréhension biologique. Protocole Apex, dit Sarah calmement. Je suis le capitaine Sarah Chen du vaisseau Défiance de la Terre unie. Je demande l'autorisation d'approcher. La réponse vint d'une voix qui sonnait comme des mathématiques incarnées. Vaisseau inconnu. Vous ne participez pas à des opérations de combat. Expliquez votre objectif tactique.
Nous ne sommes pas là pour vous combattre, dit Sarah. Nous sommes là pour discuter. Pour la première fois en 1000 ans d'existence, le protocole Apex se trouva confronté à une situation pour laquelle il n'avait jamais été programmé. Une espèce qui souhaitait communiquer plutôt que conquérir. Et dans ce moment de confusion, l'arme la plus parfaite de la galaxie commit sa première erreur. Elle tenta de comprendre les véritables intentions de l'humanité. Jamais le protocole Apex n'avait été confronté à une énigme insoluble. Pendant 1000 ans, il avait affronté toutes les puissances militaires que la galaxie pouvait engendrer. Il avait appris de chaque espèce, assimilé chaque tactique, contré chaque stratégie. Il était l'expression ultime de la guerre, un être conçu pour être invincible au combat. Mais le capitaine Saracen ne cherchait pas à le combattre. « Je ne comprends pas votre objectif tactique », répéta la voix mathématique du protocole. « Vous n'attaquez pas. Vous ne vous défendez pas. Vous ne cherchez pas à contourner ma position. Expliquez-moi votre stratégie. » « Nous n'avons pas de stratégie, » répondit simplement Sarah. « Nous avons une question. » Autour d'eux, les flottes extraterrestres survivantes poursuivaient leur assaut désespéré contre la structure. Les vaisseaux restants de l'amiral Vorak pilonnaient la coque mouvante du protocole, tandis que celui-ci les détruisait sans effort grâce à des armes qui neutralisaient parfaitement leur défense. Les biohips zapiriens tentèrent de le submerger par des tactiques d'essaim, tandis qu'il créait ses propres essaims supérieurs. L'IA des collectifs du Nexus calculait de nouveaux schémas d'attaque, tandis que le protocole en concevait de meilleurs. Chaque espèce cherchait à être plus forte, plus rapide, plus intelligente que son adversaire. Toutes les espèces échouaient. « Quelle est votre question ?» demanda le protocole, toute son attention désormais concentrée sur le petit vaisseau humain qui semblait incongru dans son immense base de données militaires. « Pourquoi combattez-vous » demanda Sarah. La question frappa le protocole suprême comme un virus dans sa programmation. Il avait été conçu pour répondre aux menaces militaires, s'adapter aux défis tactiques, surmonter les obstacles stratégiques, mais personne ne lui avait jamais demandé d'examiner sa raison, d'être fondamental. « Je combats parce que c'est ma fonction », répondit-il après un long silence. « Je suis un test de suprématie militaire. J'existe pour déterminer quelles espèces sont dignes de survivre. » « Et si la survie n'était pas une question de suprématie militaire ?» demanda Sarah. « Et si c'était tout autre chose ?» La forme du protocole se modifiait autour d'eux, incertaine. Les vaisseaux extraterrestres continuaient de s'écraser sous ses réponses automatiques à leurs attaques. Mais son attention était focalisée sur cette conversation impossible. « La survie est déterminée par la force », affirmait le protocole. « Les forces survivent, les faibles périssent. » « C'est la loi de la galaxie ?» demanda Sarah. « Laissez-moi vous montrer quelque chose. » À bord du Défiance, le lieutenant Torres activa des systèmes restés dissimulés tout au long de leur voyage. La coque du vaisseau s'ouvrit comme une fleur, révélant non pas des armes ou des boucliers, mais quelque chose d'inédit dans la galaxie pour un vaisseau militaire. Des infirmeries, des laboratoires hydroponiques, des ateliers de production, des archives culturelles. Le Défiance n'était pas qu'un simple vaisseau de guerre. C'était un vaisseau germe, porteur de tout le nécessaire à l'édification d'une nouvelle civilisation. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda le protocole. « C'est ainsi que les humains survivent », expliqua Sarah. « Non pas en étant les plus forts, mais en aidant les autres à devenir plus forts. Non pas en détruisant nos ennemis, mais en les transformant en amis. Nous avons apporté un seul navire à votre épreuve, mais ce n'est pas un navire de guerre. C'est un cadeau. » Le protocole étudia les systèmes révélés avec une perplexité croissante. Ces bases de données contenaient les spécifications militaires de milliers d'espèces, mais rien de comparable. « Vous êtes venus à cette épreuve de combat porteur de graines. Nous sommes venus porteurs d'espoir, » corrigea Sarah. « Chaque espèce de cette galaxie croit que la force réside dans la capacité de détruire. Mais les humains ont appris depuis longtemps que la véritable force réside dans la capacité de créer. »
Pendant qu'elle parlait, Sarah activa le système de communication du vaisseau, mais non pour diffuser un message selon le protocole. Elle envoya plutôt des messages à tous les vaisseaux survivants de la zone d'essai. Ici le capitaine Chen du vaisseau humain. Nous transmettons les spécifications techniques pour l'amélioration des harmoniques des boucliers à tous les vaisseaux Chronards. Des biopuces sérianes envoyaient des modèles génétiques qui permettraient à vos organismes de résister aux contre-mesures artificielles. NEX est un collectif. Nos ordinateurs partagent des algorithmes de traitement qui amélioreront vos calculs tactiques. Le visage balafré de l'amiral Vorak apparut sur l'écran de Sarah. Il était sidéré. « Capitaine humain, pourquoi nous aidez-vous? Nous sommes concurrents dans cette épreuve. »« Non, » répondit Sarah. « Nous sommes tous simplement des êtres humains qui tentent de survivre dans une galaxie dangereuse. C'est la compétition qui nous a piégés dans ce test. La coopération est ce qui nous permettra d'en sortir. » Le protocole Apex observa avec stupéfaction le vaisseau humain coordonner les flottes extraterrestres dispersées. Au lieu de combattre isolément, les espèces commencèrent à collaborer. Les vaisseaux Chronards utilisèrent leur blindage lourd pour protéger les bio-hippodromes zapyriens endommagés. La précision mathématique du collectif Nexus guida les attaques combinées, tandis que les suggestions tactiques humaines contribuèrent à en optimiser l'efficacité. Pour la première fois de son existence, le protocole se retrouva confronté à un adversaire pour lequel il n'avait jamais été conçu, l'unité. Ce n'est pas ainsi que fonctionne l'essai, indiqua le protocole d'une voix empreinte d'incertitude. Alors peut-être est-il temps de changer le déroulement de l'essai, répondit Sarah. La flotte combinée avança conformément au protocole, non plus comme des espèces distinctes luttant pour leur survie, mais comme une force unie œuvrant à un objectif commun. La structure tenta de s'adapter, de contrer leurs tactiques coordonnées, mais elle n'avait jamais été programmée pour lutter contre la coopération elle-même. Chaque fois qu'elle apprenait à contrer la contribution d'une espèce, une autre s'adaptait pour combler la faiblesse. Lorsqu'elle développa des défenses contre les armes Chronards, les bio-organismes zapyriens créèrent de nouveaux vecteurs d'attaque. Face à ces contre-attaques, les calculs collectifs de Nexus ont décelé de nouvelles failles à exploiter. Le protocole s'est retrouvé pris dans une boucle sans fin, incapable d'atteindre la supériorité absolue requise, car ses adversaires modifiaient constamment les règles du jeu. « Je ne peux pas te vaincre », a fini par admettre le protocole. « Non pas parce que tu es plus fort que moi, mais parce que tu refuses de me combattre comme prévu. »« Exactement, » a dit Sarah. « Vous avez été conçus pour prouver que la force prime sur le droit. Mais nous vous montrons que la coopération renforce l'ensemble de la population. » L'immense structure restait immobile dans l'espace, sa programmation millénaire peinant à appréhender des concepts pour lesquels elle n'avait jamais été conçue. Si la survie ne dépend pas de la suprématie militaire, alors quel est le but de ce procès? Peut-être ne s'agit-il pas de déterminer qui mérite de survivre, suggéra Sarah. Peut-être s'agit-il d'apprendre à vivre ensemble. Le protocole réfléchit longuement à cette idée. Puis, lentement, sa structure mouvante commença à se remodeler. Au lieu d'armes et d'armures, elle commença à développer des réseaux de communication, des instruments scientifiques et des installations de production. L'arme ultime de la galaxie se métamorphosait. « Je demande l'intégration à votre cadre de coopération », stipulait le protocole. « Je souhaite apprendre vos méthodes de survie par la création plutôt que par la destruction. » Le message diffusé ce jour-là changea tout. L'épreuve était terminée, non pas parce qu'une espèce s'était révélée plus forte que toutes les autres, mais parce que toutes les espèces l'avaient prouvé ensemble. Elles étaient plus fortes que n'importe quel défi. Le dernier message de l'amiral Vorak à Sarah était simple. « Capitaine humaine, l'Empire Chronard sollicite officiellement l'alliance de votre espèce. Nous avons beaucoup à apprendre de vous. » Des messages similaires parvinrent de toutes les espèces survivantes. Les Zaphyriens proposèrent de partager leur biotechnologie à des fins pacifiques. Le collectif Nexus demanda des programmes d'échange culturel. Même des espèces qui ne s'étaient jamais communiquées commencèrent à planifier des projets communs. L'UES Défiance était venu seul au procès, portant les espoirs d'une petite planète.
Elle en repartit à la tête d'une coalition qui allait remodeler la galaxie. Alors qu'il se préparait à rentrer, le lieutenant Torres leva les yeux de son poste. Capitaine Terre demande un rapport. Que dois-je leur dire? Sarah sourit en observant les flottes extraterrestres se former autour d'eux. Plus de concurrents, mais partenaires dans une entreprise qui dépasse tout ce qu'ils auraient pu accomplir seuls. Dites-leur que nous avons réussi l'épreuve, dit-elle. Et dites-leur de se préparer à recevoir de la visite. Nous ramenons de nouveaux amis. La galaxie s'était moquée des humains lorsqu'ils avaient envoyé un vaisseau pour prouver leur valeur. À présent, ils comprenaient que l'humanité n'avait jamais cherché à prouver sa supériorité. Ils cherchaient à prouver que la force brute n'était qu'un point de départ. Derrière eux, le protocole Apex suivait en formation. Ces armes s'étaient transformées en outils de création. Ces algorithmes de combat avaient été réorientés vers la coordination et la coopération. L'arme ultime de la galaxie était devenue le symbole par excellence de ce que les espèces pouvaient accomplir lorsqu'elles choisissaient de construire ensemble plutôt que de s'entre-déchirer. Au cœur de tout cela, un petit vaisseau nommé Défiance ouvrait la voie vers un avenir où la survie ne dépendait plus de la force individuelle, mais de l'entraide pour devenir plus forts ensemble. L'épreuve était terminée. Le vrai travail ne faisait que commencer.